Donc on va reprendre cette session scientifique de la matinée avec deux exposés qui vont nous amener à la fin de la session à 13h et à la pause déjeuner. Donc deux exposés dont le premier va être donné par Sandrine Prat sur la zone du lac Turkana et de son bassin, un atelier pour étudier les socio-écosystèmes. Je te laisse la parole. Merci Raphaël. Donc rebonjour. Donc, je vais vous exposer dans cette présentation faite avec Jean-Renaud Boisserie un éclairage de la région du bassin du Turkana, que vous ne connaissez pas forcément, comme révélatrice des socio-écosystèmes passés et présents, en illustrant les enjeux actuels en termes de défis environnementaux. Donc, cette région se situe à la charnière des portions éthiopiennes et kenyanes du Grand Rift et est occupée par un lac endoéréique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exutoire vers l'océan, le lac Turkana, qui est également connu sous le nom de lac de Jade, que vous avez ici en vue aérienne. Donc ce lac est alimenté principalement par la rivière Omo, qui draine les hauts plateaux éthiopiens plus au nord. Ce lac est le plus grand lac du Kenya et le 4e des grands lacs africains, mais paradoxalement le moins étudié. Cette zone de basse terre semi-désertique est soumise à une forte évaporation, 2500 mm par an, qui constitue le plus grand lac désertique au monde. Les conditions de vie y sont réputées difficiles, et c'est vrai, et les populations de la région du Turkana, qui comprend 12 millions de personnes entre l'Éthiopie et le Kenya, sont souvent oubliées des politiques des décideurs kenyans et éthiopiens et des projets de développement internationaux. Ces populations sont essentiellement pastorales et présentent une grande diversité ethnique et linguistique, notamment, comme vous voyez ici, dans la région de l'Omo, avec notamment les Nyagaton, que je vais vous présenter, et les Mursi, qui feront l'objet de la présentation juste après celle-ci de Jean-Baptiste. Et concernant les mouvements des populations dans le passé, il est souvent parfois difficile de les retracer, mais on sait toutefois que les Nyagaton sont dans cette région depuis au moins 4 siècles. D'un point de vue historique, la répartition de cette région entre le Kenya et l'Éthiopie actuelle est liée à 2 mouvements d'expansion territoriale et la toute fin du XIXe siècle, avec au sud la British East Africa et au nord l'empire éthiopien de Mélé II. Et donc il y a eu à la fin du XIXe siècle beaucoup de disputes pour ces 2 zones, donc ici la zone du lac Turkana. Les zones de production et d'échange de nourriture peuvent être différentes entre les populations, avec par exemple pour les Nyagaton dans la basse vallée de l'Omo, à la fois de l'agriculture en zone inondable, du pastoralisme et des activités de pêche et de chasse, ou pour les Turkana, des activités pastorales et de pêche, impliquant une dépendance saisonnière forte vis-à-vis de la rivière Omo et du lac Turkana, qui prend, vous le verrez, toute son ampleur dans le cadre du développement actuel des barrages et des grandes plantations sur la rivière Omo, que nous verrons à la fin de cette présentation. Une économie existe également entre ces populations, avec des échanges d'animaux, de peaux, de poissons séchés, des Turkana vers les Nyagaton, et également des échanges de la part des Nyagaton vers les Turkana, cette fois-ci de sorgho, d'haricots et de pois. Les populations oubliées du Turkana, qui habitent un territoire qui présente des caractéristiques géologiques extraordinaires, contrastent fortement avec l'importance et la reconnaissance de cette région sur une profondeur de temps importante, allant jusqu'au Crétacé, avec la découverte notamment de restes de dinosaures au nord du Kenya, et également, et on le verra par la suite, de nombreux sites archéologiques et paléontologiques allant de l'Oligocène à l'Holocène. Cette zone a notamment livré le plus grand nombre de fossiles de faune, donc hominines, le fameux hominine de tout à l'heure, pour l'Afrique orientale, qui correspond à la moitié des restes découverts pour l'Afrique orientale. Donc elle est composée de 3 zones principales, la basse vallée de l'Omo ici, avec la formation de Chougura en Éthiopie, et également, cette fois-ci au Kenya, l'ouest du lac Turkana et l'est du lac Turkana, avec 2 formations fossilifères. Les premiers fossiles ont été trouvés dans le cadre des missions d'exploration de Robert de Bourg-de-Bozas par le médecin Émile Brunt, qui les a envoyés, ces fossiles, ensuite au Muséum d'histoire naturelle ici à Paris. Et après avoir consulté ces fossiles, Camille Arambourg a entrepris donc dès 1933 des missions paléontologiques dans cette région, ce qui a amené à la découverte et à la description de nombreuses espèces, mais aucun reste de nos ancêtres n'a été découvert à cette période. Donc ici, vous avez Émile Brunt en haut et Camille Arambourg en bas.
Clark Howell est une autre figure importante. Sa première mission à la fin des années 50 a préfiguré l'IOR, International Homo Research Expedition, qui a été pilotée pour la partie française, donc par Camille Arambourg et par Yves Coppens, qui nous fit l'honneur de soutenir le projet de ce colloque et à qui nous dédions ces 2 journées. Et également par Clark Howell, cette fois-ci pour la partie américaine, et pour la partie kenyane par Richard Leakey, ici, brièvement en 1967, avant qu'il ne découvre, en se rendant en avion sur les terrains de l'Omo, les terrains fossilifères du Kenya, que nous verrons par la suite. Ces missions incorporaient naturellement et également des représentants du gouvernement éthiopien, donc Jean Chavaillon et Daniel Touafé. Les travaux de Lior, par une approche intégrée et interdisciplinaire déjà, entre géologues, paléontologues, archéologues et paléo-environnementalistes, sont pionniers et ont permis notamment d'établir, appuyés par les travaux de Raymond Bonnefille ici dans la salle, une carte géologique de référence. Ces travaux ont mis en évidence un cadre temporel continu, exceptionnel, entre 3,75 et 1 million d'années, ce qui permet d'étudier et surtout de discuter de l'impact des paramètres climatiques et environnementaux sur l'évolution humaine, tant morphologique que culturelle, dans le bassin du lac Turkana. Les travaux de Lior ont également contribué à reconstituer le cadre paléo-environnemental de cette région, à partir notamment de l'étude des fruits fossiles et des pollens, de nouveau par Raymond Bonnefille, dont vous avez un exemple ici. Également, il y a eu un grand nombre de restes fossiles de vertébrés qui ont pu être mis au jour, et parmi ceux-ci, donc, des fossiles d'hominines, principalement des dents isolées, et des restes de mandibules, dont le spécimen type, ce qu'on appelle l'holotype, du plus ancien paranthrope, nommé Paranthropus aethiopicus, ainsi que des restes attribués aux premiers représentants du genre Homo, donc vous voyez assez fragmentaires, des dents et là c'est un fragment de frontal, et également quelques restes d'Australopithèque attribués à Australopithecus afarensis, dont Lucie, dans la région de Hadar, plus au nord de l'Éthiopie, est la plus célèbre ambassadrice et qui fêtera ses 50 ans de découverte, comme l'a dit Jean Renaud, l'an prochain. Des études en quartz très anciens ont également été mis au jour au cours des expéditions de Lior. Concernant la partie kenyane, les premières découvertes ont été faites par l'équipe de Richard Leakey à la fin des années 60 et au début des années 70. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en se rendant dans la vallée de l'Omo, en fin de compte, il a survolé tous ces terrains et a vu le potentiel extraordinaire de ces terrains. Et donc, notamment avec la découverte majeure de ces fossiles qui sont majeurs dans l'évolution humaine. À partir du milieu des années 80, des découvertes se sont développées cette fois-ci à l'ouest du lac Turkana, avec notamment la découverte de l'adolescente Nario Kotome par Richard Leakey et Kamoya Kimeu, et également par la découverte de nombreux sites archéologiques sur la direction de la chercheuse française Hélène Roche. La région de Fejej, ici, donc plus au nord, qui se situe, elle, en Éthiopie, présente quant à elle des sédiments datés entre 4,2 et 1,9 millions d'années. Il est intéressant de noter que vous avez une différence entre l'est et l'ouest du lac Turkana, et notamment par rapport au cadre chronologique. Les sédiments, en effet, à Kubifora et Ilret, ont un cadre chronologique plus restreint, avec peu de sites archéologiques, mais en revanche, beaucoup de restes d'hominines. En revanche, la partie occidentale du lac présente un grand nombre de sites archéologiques, peu de restes d'hominines, et un cadre chronologique important, allant pour la formation de Nachukui entre 4 millions et 0,7 millions d'années, ce qui permet, comme pour les terrains de la basse vallée de l'Omo, d'appréhender l'impact des changements de la biodiversité sur l'évolution morphologique et culturelle de nos ancêtres. Pour les périodes plus anciennes, donc cette fois-ci Oligocène et Miocène, l'ouest du lac Turkana est également riche en restes de faune, incluant des proboscidiens, des anthracotères proches des hippopotamidés, datés de 25 millions d'années, dans le site de Lokone, que vous voyez ici, et également des restes de primates hominoïdes dans le site de Napoudet. Vous avez une représentation ici, avec la création en 2017 de cette nouvelle espèce, datée de 13 millions d'années. Les terrains de l'ouest du lac Turkana ont également livré, dans le cadre du West Turkana Archaeological Project, qui a été dirigé par Hélène Roche, puis maintenant par Sonia Armand, plus d'une quarantaine de sites paléontologiques et archéologiques, dont le plus vieux atelier de taille connu, ici, avec le site de Lokalelei 2C, et également le site de Kokiselei 4,
qui est avec un autre site en Éthiopie qui s'appelle Konso, le plus ancien site acheléen. Mais surtout, il y a quelques années, il y a eu la découverte du plus ancien site archéologique connu, le site de Lomekwi III, qui est daté de 3,3 millions d'années, soit au moins 500 000 ans avant l'apparition de notre genre, le genre Homo. Ce qui remet naturellement en question l'idée que seul notre genre, seul le genre Homo, pouvait fabriquer des outils en pierre. Donc ces sites apportent des informations essentielles sur notre connaissance sur l'émergence du genre Homo, mais également sur la diversité des espèces passées, avec la présence dans les mêmes lieux de paranthropes et de premiers représentants du genre Homo, dans des sites proches, et également des discussions sur les relations possibles entre hominines et cultures matérielles au Pliocène final et au Pléistocène inférieur. Également des informations sur la transition Pléistocène inférieur-Pléistocène moyen, avec les sites plus au nord, les sites de Nadounia, qui sont datés de 700 000 ans. Cette transition Pléistocène moyen, Pléistocène inférieur est également documentée plus au sud du lac, dans le site de Kanyamangin, qui met en avant une diversité morphologique des faunes et documente de la diversité culturelle des hominines au cours de cette période. Des périodes plus récentes sont également documentées, avec ici le témoignage de la plus ancienne violence intergroupe chez des chasseurs-cueilleurs, il y a 10 000 ans, au début donc de l'Holocène, avec des traces de morts violentes sur 10 des 12 individus qui ont été découverts. Et également le site ici de l'Otakam Nord, Pilar North Site, qui présente une tradition monumentale mortuaire unique dans un contexte de changements environnementaux importants et qui illustre le développement de nouveaux réseaux sociaux et d'un système social complexe, ainsi que d'une transformation des stratégies économiques tournées avant principalement vers la pêche et ensuite principalement vers des pratiques pastorales. Plus au nord, en Éthiopie, donc on va revenir dans la vallée de l'Omo, le projet OGRE, Homo Group Research Expedition, dirigé par Jean-Renaud Boisserie, a mis au jour plusieurs centaines d'occurrences archéologiques avec des artefacts lithiques en quartz et dont les sources de matières premières proviennent de gisements à plusieurs kilomètres de là. Également, ils ont pu mettre au jour une cinquantaine de fossiles d'hominines, dont des éléments, ici vous voyez, post-crâniens, il faut savoir que c'est assez rare de trouver des éléments post-crâniens, de paranthropes et de plus de 8000 restes fauniques. Ceci montre un changement du spectre faunique il y a 1,9 million d'années, contemporain de la fermeture du bassin du Turkana, et également une faune moins diversifiée dans la partie supérieure de la séquence. Ici, vous voyez, donc là, c'est ce qu'on appelle des analyses isotopiques, mettent également en évidence une transition dans l'alimentation des suidés et des bovidés, qui est, elle, découplée des changements morphologiques de ces taxons, contrairement à ce qui pouvait être attendu. Donc actuellement, plus de 60% des publications sont centrées sur des périodes anciennes, que je viens de vous montrer, et il existe très peu de travaux sur les écosystèmes contemporains, en particulier sur les ressources aquatiques. Paradoxalement, le lac Turkana est le moins étudié des grands lacs africains, alors qu'il contient un écosystème unique avec 79 espèces de poissons, dont 12 endémiques, et la plus grande population de crocodiles du Nil, où, comme le souligne ici l'OTC et collaborateurs en 2021, il n'y a pas encore de véritable accord de coopération dans le domaine de l'eau, malgré les impacts transfrontaliers liés à la gestion des barrages, et bien que des modélisations de l'impact des changements climatiques fassent l'objet de projets financés, notamment par l'Europe. Donc la construction des barrages sur l'Omo en Éthiopie est en effet l'objet de nombreux enjeux et vont avoir des conséquences sur les populations éthiopiennes et kenyanes. Pour les populations de la région éthiopienne de la vallée de l'Omo, le barrage Guibé 2, dont vous avez ici une illustration, et surtout les projets de plantation sucrière, posent la question de la disponibilité en eau de la rivière Omo, notamment pour irriguer les plantations. Donc ici, vous avez une évolution de la rivière Omo depuis la construction du barrage, et ici, vous voyez donc les plantations de sucre, donc il n'y en avait pas en 2011, et voilà l'expansion de toutes ces plantations sucrières autour de la rivière Omo, donc qui prennent beaucoup d'eau au sein de cette rivière. Donc le barrage fait débat, notamment par ses conséquences sur l'inondation naturelle dont dépendent les populations locales pour l'agriculture sur berge, et également la question de la relocalisation des populations les plus impactées, et également un autre aspect sensible. Donc le barrage et l'exploitation excessive de l'eau liée à l'irrigation importante des plantations pose également des problèmes, cette fois-ci aux milliers de Turkana, donc cette fois-ci au Kenya, qui vivent autour du lac et qui pêchent dans ces eaux pour gagner leur vie. Le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO
reconnaît que cela a entraîné, je cite, « une baisse globale et rapide des niveaux d'eau ». En conséquence, le comité convient que la perturbation du régime naturel d'inondation est susceptible d'avoir un impact négatif sur la population de poissons du lac Turkana. Comme vous voyez ici, donc là, c'est des modélisations si le lac perd 7 mètres, 12 mètres ou 40 mètres. Donc vous voyez qu'en fin de compte, les zones de poissons vont vraiment diminuer et donc aura forcément un impact sur les populations. Et donc, ce qui pourrait à son tour affecter donc l'équilibre des écosystèmes et les moyens de subsistance des communautés locales de pêcheurs et les plaines inondables qui abritent les espèces herbivores. De plus, l'augmentation de la charge sédimentaire, donc vous voyez ici deux photos satellites, l'une en 1973 et l'une en 2005, et la réduction donc des zones lacustres ici, vous voyez qu'elles sont beaucoup impactées ici en 2005, engendre des conflits entre notamment les Dassanetch éthiopiens et les Turkana kenyans, puisque vous voyez que la zone au niveau éthiopienne, en tous les cas, a diminué. La zone de pêche pour les Dassanetch a totalement diminué entre 1973 et 2005. Donc, ces constructions ont fait l'objet de nombreuses oppositions et manifestations des populations locales, comme ici par les Turkana. Et du fait de la diminution de la biodiversité et des ressources, celles-ci sont l'objet et feront sans doute l'objet de nombreux conflits entre les différentes populations. Donc là, c'est les estimations, enfin, c'est les projections malheureuses de conflits potentiels entre ces différentes populations. Également, un autre élément qui peut avoir des conséquences importantes sur ces populations est la découverte de pétrole en 2012 au Kenya, donc, qui est estimé à 600 millions de barils par la société de prospection pétrolière Tullow, dans la région donc, du Turkana. Et donc, c'est également une source de conflit et une augmentation de la vulnérabilité des communautés face au changement climatique. Donc, actuellement, il y a 2000 barils qui sont transportés par container, mais l'objectif est une exploitation de 120 000 barils par jour qui seraient transportés vers le port de Lamu, ici, lorsque l'oléoduc Lokichar-Lamu serait construit. Mais malheureusement, peu d'argent reviendrait aux communautés locales. En effet, le président kényan Uhuru Kenyatta a signé en 2019 une loi où seulement 5% des revenus reviendraient aux communautés. De plus, afin d'assurer une production optimale de pétrole, plus de 160 000 barils d'eau seront pompés du barrage hydroélectrique du Turkwel, ce qui risque de diminuer naturellement encore plus l'approvisionnement en eau de ces communautés. Les conflits intercommunautaires pour l'accès aux points d'eau et aux espaces de pâturage pourraient donc également s'intensifier. Cette région possède également un parc éolien de 160 km² qui a été mis en service en septembre 2018 et qui constitue le plus grand parc éolien d'Afrique subsaharienne et qui comprend donc à l'heure actuelle 365 éoliennes et une capacité annuelle de production qui permettrait de couvrir 15% des besoins quotidiens de l'électricité pour tout le Kenya et alimenterait environ 1,5 million de foyers. L'UNESCO a classé au patrimoine mondial de l'humanité la basse vallée de l'Omo et les parcs nationaux du lac Turkana en 1980 et 1977 respectivement, notamment sur la base de leur richesse en restes fossiles et en biodiversité. Le lac Turkana est quant à lui inscrit parmi les sites du patrimoine mondial en danger depuis 2018. Le développement de cette région s'ancre également dans celui de ses infrastructures, notamment éducatives et de formation au niveau local, qui sont essentielles. C'est par exemple le cas à l'Audouar avec la création en 2017 du Turkana University College, qui est la première université à s'être établie dans cette région, où sont enseignées les sciences sociales et les sciences de l'éducation, les sciences et les technologies, et également l'économie et le business. Parmi ces enseignements, un master en biologie évolutionnaire a été créé par notre collègue Isaiah Nengo, récemment décédé. Les agences CNRS et plus largement français sont très impliqués au Turkana dans le domaine de l'archéologie, de la paléontologie, de la géologie et de l'anthropologie, avec ici en blanc les projets qui sont pilotés par ces chercheurs et en jaune les projets où ils sont collaborateurs. Les deux particularités qui caractérisent ces projets, pris dans leur ensemble, sont la profondeur du temps, depuis l'Oligocène jusqu'à l'actuel, et donc le recul qu'elle permet sur les liens humain-environnement et l'importance du patrimoine local. Cette combinaison permet également d'aborder toutes les questions contemporaines, économiques, politiques et environnementales. Ceci pourrait être le creuset pour une recherche interdisciplinaire sur l'évolution des interactions
entre les environnements, la biodiversité et les sociétés, et ainsi former ce qu'on appelle un LTER, Long Term Ecologic Research. Le désenclavement et le développement de la région sont les mots d'ordre des différentes autorités et institutions. Mais le processus ne semble pas tenir assez compte des populations locales, confrontées à des déplacements parfois forcés, ni de la biodiversité et de l'environnement, menacés par exemple par une exploitation excessive de l'eau, ni de la conservation des sites patrimoniaux. Si chaque discipline, géographie, anthropologie, paléontologie, archéologie, ethnologie et sciences politiques, tire la sonnette d'alarme, le développement d'une approche interdisciplinaire et d'une meilleure concertation avec les communautés locales, dans cette région, comme vous l'avez vu, panachée de tensions internationales et locales, de défis environnementaux et d'impératifs patrimoniaux, sont donc un défi que les pays concernés, la communauté internationale et le monde de la recherche se doivent de relever. Je vous remercie de votre attention.